Bonjour à tous, on refait les essais avec Jean-Luc Moreau. Bonjour Jean-Luc, votre auto sur RMC chaque dimanche matin et le magazine Automoto. Jean-Michel Normand, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Le quotidien Le Monde et Cédric Fréau, bonjour Cédric. Bonjour Jean-François. Le quotidien Les Échos et POA, Petites Observations Automobiles. Alors on va s'intéresser à une voiture qui a une carrière déjà très brillante. Elle est en tête des ventes je crois, mais la concurrence est rude. Il s'agit du Captur de Renault. Jean-Luc, il est restylé là, hein. C'est pas un nouveau Captur. On va pas changer une équipe qui gagne, hein, ça serait une grosse erreur. Je pense que Renault a compris ça des Allemands, c'est que quand on a un produit qui marche, faut pas chercher à le modifier trop en profondeur. Faut chercher à améliorer les points qui pêchaient. Et il faut s'en tenir à ça. Vouloir tout révolutionner, c'est pas forcément une bonne chose. Le Captur, c'est le numéro 1 des ventes de SUV en France, c'est le numéro 1 des ventes de SUV dans cette catégorie en Europe. Donc il fallait pas tout bouleverser, d'autant qu'il y avait déjà eu une évolution avec des mécaniques et des nouveaux réglages de suspension qui dataient de 2014. Donc en fait, c'est le jeu des 7 erreurs. Quand on voit la voiture comme ça, si vous n'êtes pas journaliste professionnel, et il est bien difficile de dire si c'est le nouveau ou l'ancien Renault Captur. On peut le voir si on est du dessus. Pourquoi ? Parce que il y a des nouvelles options qui sont arrivées sur cette nouvelle version qui n'étaient pas disponibles auparavant. En particulier, le toit vitré transparent qui fait un carton sur le 2008. Donc, bien évidemment, Renault a encore retenu la leçon et propose sur cette nouvelle génération de Captur ce toit vitré transparent. En revanche, et ça, c'est très étonnant de la part de Renault. Le freinage automatique d'urgence n'est pas proposé. Il y a plus d'équipements qui sont proposés sur cette version. Mais vous n'avez pas ça, ce qui est un argument de vente de la concurrence. Donc, il faudra voir si ça n'est pas un handicap par la suite. Alors, sur le plan mécanique, on l'a dit, le châssis n'a pas été modifié. Il n'évolue pas. Il est reconduit à l'identique par rapport à la version 2014. Les trains roulants avaient en effet été revus. Pourquoi ? Parce que la première génération était un petit peu raide, en particulier aux places arrière. Et c'est vrai que ce genre de voiture à vocation familiale, la tenue en virage n'est pas fatalement la préoccupation numéro 1 des acheteurs. Donc il vaut mieux avoir un petit peu de souplesse, quitte à perdre légèrement en précision. Et on va dire que de ce côté-là, le Captur est vraiment rentré dans le rang. Plus de confort, mais moins d'efficacité qu'un 2008. C'est le seul point où il est vraiment un petit peu moins bien que son concurrent Peugeot. Pour le reste, c'est une affaire de goût. Alors là, on voit bien le toit vitré. Jean-Michel, vous l'avez trouvé changé ? Pas du tout. Je pense qu'il a... non, pas beaucoup. Mais effectivement, Jean-Luc a raison. Ce qui a été amélioré, c'est les points forts. Et par rapport à la 2008, c'est une voiture qui a de l'humour, alors que la 2008 en a pas beaucoup. Et la catégorie de gens qui achètent ces voitures-là, c'est des gens qui veulent avoir des voitures gaies, sympas, marrantes. La grande nouveauté... Vous voulez dire qu'il y a plus de couleurs, par exemple. Exactement. La grande nouveauté sur le Captur, c'est que maintenant, il y a plus de 30 combinaisons de teintes différentes. Et alors, ça peut sembler secondaire, mais c'est très important pour les gens qui achètent ces voitures-là. Ils ont un rapport à l'automobile qui est plus joyeux, et ça, je trouve ça extrêmement sympathique. Alors, il y a aussi une tentative de tirer vers le haut le Captur en faisant une version initiale Paris, parce que toutes les Renault n'ont pas cette possibilité. Donc, pour un peu tirer le prix vers le haut, faire en sorte que cette voiture soit un tout petit peu plus luxueuse. Pourquoi ? Parce que chez Renault, on s'est rendu compte que 40% des acquéreurs étaient des gens qui venaient de la catégorie supérieure. Donc c'est des gens qui ont un joli pouvoir d'achat, mais qui n'ont plus envie de dépenser autant dans des grandes voitures, des grosses voitures, et qui se font très bien avec d'une petite voiture sympa, marrante, avec cuir, un peu de cuir, voilà. Ouais, puis alors on le voit pas sur les images là, mais ce qui a progressé aussi, même si le dessin de la planche de bord reste identique, c'est la qualité de fabrication qui pêchait franchement sur la première génération. Là maintenant, c'est clairement Renault a appris de ses erreurs, et là c'est je dirais presque l'élément le plus notable sur la voiture. C'est le progrès de la qualité de fabrication. Non, mais c'est typiquement le lifting réussi. Il y a des liftings qui parfois sont ratés. Là, on est là, on est vraiment devant le cas d'école. C'est-à-dire qu'on a amélioré ce qu'il fallait améliorer, et ça marche. Alors ici, il y a quand même un point. Enfin, il y a un moment, il faut être négatif. Sinon on ne serait pas journaliste. Il y a quand même un point qui aurait mérité d'être amélioré, c'est le moteur TCE 120 chevaux. Essence donc. Moteur essence, puisqu'on est quand même dans une catégorie où l'essence est en train de prendre de dominer les ventes de diesel. Et le moteur TCE 120
franchement, les 120 chevaux, je sais pas où il les trouve. Moi, je les ai pas trouvés. Si on prend l'équivalent chez PSA, le PureTech 110 chevaux, il a autrement plus de dynamisme que ce moteur 120 chevaux. Bon, certes, il est un petit peu plus rugueux, il est plus bruyant, mais il a du peps, alors que ce moteur TCE 120, franchement... ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est un problème général chez Renault, qui a sans doute investi ailleurs, dans l'électrique, ou peut-être même dans le diesel, mais pas beaucoup, mais pas assez dans l'essence. Et aujourd'hui, les moteurs essence de Renault sont quand même un peu en deçà de la concurrence. Moi, je rajouterais aussi sur les bémols, je trouve que cette voiture se standardise un petit peu trop, c'est-à-dire qu'elle rentre complètement dans l'allure et dans le design du reste de la gamme Renault. Ça, c'est un tout petit peu appauvrissant. De loin, vous vous demandez si c'est un Scénic, si c'est un... Et ça, pour une voiture qui avait une vraie originalité, je trouve que c'est un tout petit peu dommage Est-ce que Renault en a profité pour augmenter les prix ou pas ? Un tout petit peu. Ça reste raisonnable. Compte tenu de l'équipement. Alors, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que le système de navigation est plus réactif que l'ancien, mais c'était pas difficile parce que franchement, Renault. Mais on n'a pas la belle tablette des talismans. Voilà. Pas encore. Mais au-delà de la taille des écrans, la réactivité des systèmes sur certaines voitures, c'est miséreux. Si vous prenez une Zoé, par exemple, qui est une voiture électrique sur laquelle on attend un petit peu de réactivité du système qui doit être normalement au top, franchement, ils sont très très en retard de ce côté-là. Donc le Captur nouvelle mouture bénéficie des progrès qui vont arriver sur le reste de la gamme Renault. Ça, c'est plutôt pas mal. Non, mais c'est une voiture attachante en fait. Un petit peu comme la Twingo, la première Twingo. Et ça avait disparu dans la gamme Renault et tout à coup ils ont un modèle comme ça emblématique, populaire au plus noble sens du terme, et c'est lui. Et c'est lui, il réussit à toucher à la fois les particuliers mais aussi les entreprises. Et ça, c'est rare d'avoir un modèle qui peut jouer sur les deux tableaux. Je sais que les ventes aux entreprises, elles sont formidables avec le Captur. Voilà, on lui souhaite de rester en tête des ventes en France comme en Europe. C'était le Captur de Renault.